C'est pour la première fois que vous venez nous filmer. Nous sommes très contents et nous vous encourageons, vous les médias, à en faire davantage. Vous savez très bien que Dieu nous a créés différents de vous. Vous êtes des Bantous et nous sommes des Pygmées. La cohabitation avec les Bantous est très difficile. Certains Bantous nous acceptent, d'autres nous repoussent et souhaiteraient même que nous repartions dans les forêts. Nous nous plaignons beaucoup parce que nous nous sentions abandonnés. Merci de nous permettre de nous exprimer et faites que la condition du pygmée s'améliore. Nous voulons que vraiment nous tous nous soyons même peu d'égalité. Voilà. Nous sommes pauvres depuis nos créateurs, depuis nos ancêtres. Est-ce que vous-même, vous avez envie de changer? Non. Pour nous, nous avons déjà manqué un pas d'avant. Faisons que vraiment nos enfants, que nous naissions là, Voilà. que vraiment trouvent à peu près ce bonheur. Nous sommes dans le district de Mtamba-Tsimba, l'un des 14 districts que compte le département du Nyari au Congo. Dans ce district cohabitent les Bantous et les Pygmées. Mtamba-Tsimba est situé à environ 175 km de Dolisie, troisième ville de la République du Congo. Son climat chaud et humide, propice aux activités agropastorales, lui confie une végétation savaneuse et forestière. On y accède par voie carrossable et par chemin de fer de Lisi-Mbinda. Sa superficie est de 9 570 km² pour une population d'environ 9 287 habitants. Cette population est composée des Bantous majoritaires et d'une minorité pygmée. Dans le district de Tsimba, on trouve les pygmées dans les villages Titi, Mabafi, Mitele, Itsotso, Kambala, Kumutsanga, Ngwa2, Simba, Ngala et au quartier numéro 4 à Tsimba. La cohabitation Bantou-Pygmée est très conflictuelle. Les pratiques commerciales des Bantous nous déçoivent. Ils achètent à très bas prix nos marchandises et font une surenchère sur les leurs. Ce qui coûte 100 francs, ils nous le vendent à 250, voire 500 francs. Les Bantous ne peuvent pas toucher la nourriture préparée par les Pygmées. La viande ou le manioc cru, ils peuvent acheter et préparer chez eux. Mais une fois cuisiné, ils ne peuvent pas y goûter. Ma plainte concerne les commandes. Quand les Bantous remettent de l'argent à nos maris pour leur procurer des noix de palme ou de la viande de chasse, dès qu'il y a un petit retard, ils leur font des problèmes. C'est eux qui nous détestent. Disons que les Pygmées sont des animaux. Mais tout ça, c'est la moquerie en vain. Les relations Bantou-Pygmées ont commencé à se dégrader depuis l'époque de la colonisation. Dans le cadre de la stratégie coloniale de diviser pour régner, les Bantous ont été dressés comme contremaîtres, surveillant les travaux pendant la cueillette et comme policiers pour régner sur les Pygmées. Cette situation a donné aux Bantous une position de chef qui lui a permis de prendre une ascendance sur le Pygmée et avoir du mépris pour lui. Le Bantou a appris à s'habiller comme le colon, à lire et à écrire à l'école coloniale. Le Pygmée, lui, au contraire, a acquis un complexe d'infériorité qui l'a conforté dans sa position. Un homme Bantou peut sortir avec une femme Pygmée, mais l'inverse est vécu comme un déshonneur.
Les Bantous sortent avec nos femmes. Quand nous faisons autant, ils ne veulent pas. Leurs femmes nous repoussent même en public. Le jour où j'attraperai un Bantou avec ma femme, je lui couperai le sexe. C'est vrai, nous ne touchons pas aux femmes Bantous. Nous ne savons pas pourquoi ce refus. Le pygmée qui essaie de courtiser, de toucher une femme Bantou, court des menaces et parfois il reçoit des coups. C'est malheureux. Dans tous les villages environnants, les pygmées sont facilement identifiables. Dès qu'on approche une fille bantou, elle te repousse en disant que tu pues. On se moque de l'homme bantou en lui disant « Mais la femme avec laquelle tu sors est une pygmée » et ce dernier par honte abandonne la femme pygmée. Les bantous sortent avec les femmes pygmées, mais les femmes bantous refusent d'épouser les pygmées parce qu'ils puent. Et en cas de grossesse, Ils n'acceptent pas. et à qui revient la charge de l'enfant? Cet enfant appartient à la mère. L'enfant né de cette relation est dans la plupart des cas abandonné à la maman. Je ne suis pas mariée. Je fais des enfants sans homme fixe. Et où est le père de celui que tu portes? Celui-là, son père est loin. C'est un bantou. Et où est-il? Il est reparti dans son village. S'occupe-t-il de son enfant? Pas du tout. Il t'a abandonné avec l'enfant? Oui. Pour le bantou qui épouse une femme pygmée, la charge des enfants lui revient en cas de décès de la femme. À partir de l'âge de... Mes 3 enfants avaient 2, 3, 4 ans lorsque leur mère, ma femme pygmée, est morte. Aujourd'hui, je suis seul à m'occuper d'eux. Leur scolarité, leur nutrition me pèse. Le décès du père bantou est une tragédie pour l'enfant qui est renvoyé auprès des pygmées. Je vivais avec mon père à Brazzaville. Après son décès, j'ai été renvoyée chez mes parents pygmées. Un pygmée? Non, mon père n'est pas un pygmée, c'est un bantou de Sibiti. À Brazzaville, personne ne savait que j'étais pygmée. Je vendais de la nourriture dans les restaurants. C'est seulement une fois arrivée ici, j'ai appris les restrictions réservées aux pygmées. On est exclu de tout. Certains bantous commencent à accepter l'idée du mariage mixte homme-pygmée-femme bantou, à moins que ce ne soit pas le leur. Mais comment? Le choix dans un magasin ne s'impose pas. Ma fille est libre d'épouser un pygmée. C'est son choix, pas le mien. Bon, c'est leur complexe. Hein. C'est le complexe des pygmées. Il y a des pygmées qui ne veulent pas épouser nos enfants. Sinon, il y a la liberté. Vous pouvez accepter que votre fille épouse. Mais pourquoi pas? Moi, je peux l'accepter. Elle est libre de faire son choix. La Constitution congolaise du 20 janvier 2002, dans son article 12, consacre la reconnaissance de la personnalité juridique à tous les citoyens. La nationalité étant le lien légal qui rattache une personne à un État. Aussi bien par la filiation que par le droit de sol, les pygmées sont des Congolais. Ils sont donc censés bénéficier de la jouissance des droits civils et politiques garantis par l'État. L'état des personnes n'étant établi et ne pouvant être prouvé que par des actes de l'état civil. L'éloignement des centres hospitaliers, des campements ou villages des pygmées d'une part, les amendes et pénalités liées à la déclaration tardive de naissance d'autre part, ne favorisent pas l'obtention de la déclaration de naissance, pièce essentielle pour l'établissement des actes de naissance. À cela s'ajoute l'ignorance de l'importance de ces pièces par des pygmées qui, dépourvues des pièces permettant de justifier leur appartenance à la nation congolaise,
ne peuvent revendiquer un droit réel de jouissance sur la base de la citoyenneté. Cette situation donne toutes les occasions aux Bantous de les déconsidérer et de les condamner à rester en marge de la société congolaise à laquelle ils sont censés appartenir de facto. Comme les Bushmen du sud-ouest de l'Afrique, les Semangs de la Malaisie, les Vedas du Ceylan et les autres peuples primitifs ou autochtones à travers le monde, les Pygmées du Congo ont toujours vécu dans les forêts, vivant des produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Dans le district de Mtamba-Tsimba, on dénombre plus de 500 Pygmées, occupant ainsi le 3e rang du point de vue démographique. Ils mènent le même mode de vie que les Bantous, modernes et traditionnalistes. Dans une même maison peuvent cohabiter 2 à 3 ménages comprenant 10 ou plusieurs membres. Leur maison étant regroupée dans un bloc spécifique aux entrées et sorties des villages. La communauté pygmée constitue une main-d'œuvre à moindre coût pour les Bantous qui les utilisent dans les exploitations agricoles et pour la chasse. Les femmes sont employées dans les grandes exploitations agricoles où les Bantous cultivent manioc, maïs, arachides, bananes, taro. L'activité principale chez les hommes est la chasse. Ils pratiquent la chasse au piège, au filet aidé par les chiens ou au fusil. Réputés être des bons tireurs, leur faible pouvoir d'achat ne leur permet pas de posséder des fusils. Ils se font donc employer par les Bantous qui possèdent les fusils. Le produit de la chasse est remis aux Bantous qui, après la vente, les récompense selon sa volonté. Nous chassons avec les fusils des Bantous. Lorsque la chasse n'est pas bonne, ils nous accusent de cacher le gibier. Comment avoir son propre fusil? Nous n'avons pas assez d'argent pour en acheter. Les activités industrielles, forestières, minières ou celles relatives à la politique de conservation des aires protégées, provoquant des impacts préjudiciables à la survie des populations pygmées, s'exercent malheureusement sans la moindre indemnisation des préjudices qu'elles occasionnent. On détruit la forêt et ça leur embête parce que ils habitent la forêt, mais quand ils habitent la forêt, ils ont des milieux pour lesquels où ils construisent leur maison. Là, ils habitent, ces exploiteurs forestiers. Puis encore, ils ne sont pas les nationaux, on les interpelle toujours. Le gouvernement les interpelle. Il a toujours dit, ne faites pas ça, ce que vous faites n'est pas bon par rapport à la nation. Malgré l'abolition de l'esclavage et l'accession du Congo à l'indépendance, ce n'est que sous le règne du président Marien Ngouabi que commencera la première initiative de scolarisation des Pygmées. De nos jours, les enfants pygmées vont à l'école et franchissent parfois les niveaux d'études du cours moyen, voire du collège. Vous êtes parti à l'école? Oui. Jusqu'en quelle classe? Je suis limité en 3e. Donc vous êtes arrivé jusqu'en 3e? Vous avez fait le BPC? Oui, j'avais fait mon BPC. Et vous n'avez pas travaillé? Non, si j'avais pas travaillé parce que par manque de soutien. Il y avait un problème des embouteillages.
envers les parents. Ils fréquentent les mêmes salles de classe que les enfants bantous et sont confrontés aux mêmes problèmes dans les villages. Nous vivons avec les pygmées, leur paiement de vacations vraiment sont coûtés. Ils n'ont même pas les cahiers. Il y a des CEPA, il leur manque du cahier, ils sont restés à la maison. Comment leur gérer? Nous-mêmes d'abord, on vit en difficulté. Vous voyez? Ça, ce sont les livres que nous coopérons avec les autres gens qui sont en ville. Voilà. Ça, c'est ce qu'on coopère. Ce n'est même pas un don de l'État. Et on a coopéré. Ça, c'est bien après. Mais il manque l'ardoisier pour peut-être mettre ça sur l'exécution du travail. Donc nous souffrons beaucoup. Mais nous voulons à tout prix qu'il y ait au moins peut-être un site sur place pour que nous puissions au moins les maîtriser, et assurer leur nutrition, pourquoi pas le dortoir, et les fournitures scolaires, un peu du tout.